Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Salut Vincent, bienvenue dans le podcast. Salut Ken, tu vas bien? Je vais très bien, je te remercie. Vincent, merci d'avoir accepté l'invitation pour ce premier podcast hors série. C'est le premier. Le concept du podcast hors série pour les nouveaux arrivants, et pour ce premier épisode, je l'explique rapidement. Je réinvite quelqu'un que j'ai déjà invité. Donc Vincent, j'ai déjà eu l'opportunité de t'inviter dans le podcast. C'était l'épisode numéro 8. Et puis, pour le coup, on ne parlera pas de toi spécifiquement, ni Mm. de pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Pour ça, les gens, je vous invite à aller regarder ce 8e épisode du podcast avec Vincent. Mais on va parler d'un sujet un peu plus technique qui est dans tes domaines de compétences. Les mitochondries et l'immunité. Les mitochondries et l'immunité, exactement. C'est ça. Euh, je démarre direct, c'est plus simple. Et puis, on brode autour de ça. Mm. Très Alors, bien. toi, moi, on parle beaucoup de zone 2 sur nos réseaux sociaux. Pour les gens qui nous suivent en story, ils voient qu'on en fait, on en fait quand même passablement. Euh, Ouais. Faire de la zone 2, c'est intéressant pour développer les mitochondries. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des mitochondries sous le prisme de la santé. Mm. Et donc, pourquoi est-ce que, comme introduction, c'est important d'avoir des mitochondries pour être en bonne santé? Alors, c'est très simple. Un des marqueurs les plus importants de la santé qui existe et qui est universel pour tous les êtres humains, c'est la VO2 max. Ok. Et la VO2 max, ça mesure votre capacité à capter, transporter et ensuite utiliser l'oxygène dans votre système, dans votre corps. Mhm. Donc, à le capter par votre système cardio-respiratoire, à le transporter par le système sanguin et à l'utiliser par la cellule et particulièrement par la mitochondrie heu, pour ensuite transformer cet oxygène, enfin utiliser cet oxygène pour recycler l'ADP en Mhm. ATP, qui est la pièce Ok. d'énergie de votre cellule. Et il s'avère qu'il y a une corrélation très, très forte, enfin c'est de la causalité à ce niveau-là, entre votre VO2 max, donc la hauteur de votre VO2 max et la quantité de vos mitochondries. Donc plus on a de mitochondries, plus on a une bonne VO2 max. Ok. Et pour donner un repère pratique, d'après, les autorités françaises, dans le domaine de la santé, on considère qu'on est en excellente santé à partir de 50-51, de VO2 max, pour un homme et je crois que c'est 49 pour une femme. Mmh, 50-51, tu dis? ouais, c'est On ça, fait, on fait une fourchette 49-51, comme ça on inclut hommes et femmes dedans. ouais. Ok. Sachant que ces valeurs-là, elles ont été diminuées de 1 unité tous les 5 ans depuis les 60 dernières années. C'est-à-dire que dans les années, 50, on considérait qu'on était en excellente santé quand on avait plutôt une VO2 max aux alentours de, 56-58. Ok. D'accord. Est-ce que tu sais quelle est la VO2 max du français sédentaire moyen ou une VO2 max générale sur la population sédentaire? Alors le chiffre existe pour les adolescents grâce au test Vameval qu'ils font. Il y a des ministères du sport et de l'éducation qui le connaît. Alors je me rappelle j'ai un vieux chiffre en tête, donc je ne sais Mhm. pas s'il est d'actualité. Il est probablement plus d'actualité parce que les plus années vont et plus la sédentarité augmente. Oui. Donc il me semble que la VO2 max moyenne, c'est 30, aux alentours de 30. Ah ouais. Ok. Et quand tu dis 49-51, est-ce que c'est la représentation d'un état minimal de santé ou c'est la représentation d'un état optimal de santé? Voilà, non, minimal. Ok. Minimal, donc vraiment, donc on tombe pas malade et on considère qu'on a des bonnes chances de pouvoir vivre sa vie sans trop de soucis. Donc c'est les recommandations classiques liées à l'OMS et d'ailleurs, c'est, la valeur 51-52. Moi, dans ce que je promeux avec mes standards de santé, Mhm. un des standards de santé que j'ai, qui est le plus important, qui est celui sur la VO2 max, c'est de faire sur un ergomètre.
Donc, par exemple, si on prend l'éco-bike, Mhm. faire le nombre de calories de ton poids de corps en Mhm. 5 minutes. Et il s'avère que faire ça, peu importe ton poids de corps, donc mettons que tu pèses 80 kilos, bah, faire 80 kilos en 5 minutes. Moi je fais 100 kilos, il faut que je fasse Ton 100 cal. calories en 5 minutes. Ouais. Et ben ça correspond, ça, à avoir une VO2 max de 52, Ok. tout simplement. Et pourtant, quand on fait faire les tests aux gens sur cet exercice-là, sur ce test-là, il y en a très peu qui y arrivent et c'est pas du tout évident. Est-ce qu'ils y arrivent pas parce que leur VO2 max, elle est pas bonne ou est-ce qu'il y a un, je sais pas, par exemple, un principe de spécificité, c'est t'as jamais fait de l'éco-bike et donc du coup, ce qui est, moi je suis convaincu que si Satan existe, il s'échauffe le matin sur l'éco-bike. Euh, c'est ultra violent ce machin. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas une limitation aussi technique par rapport à ça? Alors, technique, non, mais d'habitude, oui. Ok. C'est pour ça qu'en général, le test, on vaut mieux le faire sur un bike erg ou sur un éco-bike plutôt que sur un ski erg ou sur un rameur ou même en course à pied parce que c'est des modalités plus techniques que Mhm. simplement le vélo ou ou l'éco-bike. Ok. Encore que le vélo, si on veut être bon, il faut aussi être technique, il faut avoir des pédales auto, enfin bon, bref. Disons que c'est la modalité la plus simple, Ok. l'éco-bike. Mais oui, forcément, tous les tests de VO2 max ont de sens que si on s'y entraîne déjà et on est déjà sur comment dire, un coureur va pas faire un test d'effort de VO2 max sur un rameur, il va le faire en Oui. course à pied. Ouais. Euh, Ok. Mais Tout donc, du simplement coup, l'idée. l'équivalent, ça pourrait être, si tu fais 80 kilos, 80 calories sur le bike erg en 5 minutes. Oui, Pas. mais c'est un peu plus sur le biker qu'il faut multiplier le chiffre par 1,2 ou 1,2 et demi, je sais Ok, plus exactement le chiffre. d'accord. Mais ouais, tout est marqué de toute façon sur mon Insta, j'ai fait un Mhm, standard de santé pour que les gens puissent se repérer. Voilà. Mais oui, en gros, ça c'est pour une VO2 max de 52. mhm, Maintenant, pour te donner un ordre de grandeur, euh, un combattant en MMA professionnel, donc qui gagne de l'argent, qui gagne sa vie par rapport à ça, qui gagne beaucoup, mais qui n'est pas non plus un spécialiste du cardio, c'est pas un professionnel comme un marathonien, etc. Mais c'est quand même, les combattants ont quand même un excellent cardio. oui. Ils sont au niveau élite entre 60 et 70. Ok. Maintenant, tu prends le champion du monde de CrossFit, le quintuple champion du monde de CrossFit, Matt Fraser, ou Claire Tiatoumi, qui a été 6 fois championne du monde. Eux, ils sont entre 70 et 75. Maintenant, tu prends le recordman et champion du monde du 2000 mètres rameur. Mhm. Donc, pour vous donner une idée, il fait le 2000 mètres en 5 minutes 34. Donc, il est à une 23 ou une 24 de moyenne. Euh, voilà. Si vous êtes capable de faire ça sur 500 mètres, c'est déjà très, très bien. Euh, Lui, il est à 88. Eliud Kipchoge, qui est recordman du monde de marathon, il est aux alentours de 84 ou 85. Euh, C'est Comment il monstrueux. s'appelle? Michael Indurain, qui est un cycliste qui était capable de tenir 500 watts pendant 1 heure, 505 watts pendant 1 heure sur un ergomètre, comme Armstrong d'ailleurs, comme apparemment Pogacar, là tout de suite, on enregistre le podcast, sachant qu'il y a quelques jours, Pogacar vient de gagner une étape en éclatant les records du monde, enfin les records qui ont été établis par Armstrong et Pantani, qui Mhm. sont les monstres de la période dorée du dopage. Ok. Vous en conclurez ce que vous en conclurez. Ah, le tacle à la gorge. Bon, ces gens-là, ils Est-ce que le ont... coureur cycliste dont tu parles là, c'est celui où tu m'as envoyé la publication du gars qui a pris 20 kilos en quelques années et qui du coup se sent beaucoup mieux sur son vélo? Je crois, ouais. Je Ouais, suis ok, pas sûr, mais je crois, ouais, que c'est ok, ça, que c'est lui. bien Ah, sûr. écoute, le Dedication, riz, le brocoli, broccoli and chicken. voilà, un dedication. Donc voilà. Et Ok. ensuite, bon, donc ces gens-là, ils ont des VO2 max aux alentours de entre 85 et 90. Mhm, Et le record du monde enregistré en termes de VO2 max chez l'être humain, c'est 99 voire 100. mhm. C'est des gens qui font du ski de fond. Ok. Ouais, c'est des monstres. Quelle est la part, et puis après on embraye un peu plus sur les mitochondries, mais quelle est la Ouais. part des prédispositions génétiques dans la détermination du VO2 max d'un individu? Parce que dans les manuels que j'ai à disposition pour enseigner, Ouais. c'est pas une fourchette qui donne, c'est une fourche. Entre 50 et 80% de prédisposition génétique.
Ça me paraît être énorme. Selon toi, c'est... La part génétique est grande, ouais. Ok, Mais en fait, comment dire, on sait que depuis pas très longtemps finalement, c'est difficile à expliquer ça parce que on sait que la part génétique est grande, mais on ne sait pas à quel point le fait de se dédier une vie entière à améliorer sa VO2 max peut venir moduler ça. ok. Donc c'est juste que en fait, on voit que des gens qui s'entraînent 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou peut-être même 10 ans, ils améliorent un peu leur VO2 max, ils vont l'augmenter de allez, maximum 30%. Mhm. Mais si je prends un exemple, bah, je prends mon exemple par exemple. Moi, j'ai pas du tout un bon cardio à la base. Quand j'étais gamin, j'étais plutôt feignant, j'aimais pas courir. Quand mon prof de PS me disait vas-y, cours, je marchais un peu vite en le regardant avec un petit air d'autoroute, tu vois. Non, j'étais insolent. Le Bon. rebelle. Et puis quand j'avais 18 ans, j'ai rencontré mon entraîneur. J'ai eu des années d'entraînement à la dure. Et 18 ans après, donc c'est-à-dire aujourd'hui, quand je mesure ma VO2 max, j'ai une VO2 max à 66. Alors que j'avais clairement une VO2 max probablement aux alentours des 20-25, tu vois. Donc elle Mhm. a doublé, pour le coup, bien plus que doublé. Ouais. Mais maintenant, la question, c'est que pour essayer d'atteindre les 70, par exemple, ou aller au-delà, là, peut-être qu'il y a des prédispositions génétiques, parce que plus on commence haut, plus on peut monter haut. Mais quand on a une toute petite VO2 max, effectivement, on peut la faire probablement grossir énormément avec beaucoup Le travail. euh, de travail. Ok. Et du coup, deuxième question, quel est l'effet de l'environnement dans lequel tu vis sur le développement de ta VO2 max? Par exemple, je te donne un exemple très, très polarisé. Tu nais dans un village alpin à Hein. 2900 mètres d'altitude ou tu nais malheureusement dans le bidonville d'une grande ville ultra polluée. Euh, Comment ça influence sur le développement de ton VO2 max? Alors, il y a peut-être des articles scientifiques sur ce sujet-là, mais je ne les ai pas lus, Ouais. Mais donc je comme ne ça, peux pas donner de d'instinct, avec, chiffres. avec les outils que tu as à disposition, tu en penses quoi? Ah, mais clairement, il y a un effet considérable, mais c'est juste que je ne peux pas te le chiffrer. Ok. Ce qu'on voit, c'est que tous les athlètes qui naissent en altitude et qui vivent longtemps à la montagne quand ils sont jeunes, ils ont littéralement des VO2 max beaucoup plus élevés que le reste de la population. Mhm. Et à l'inverse, les gens qui naissent dans des milieux très pollués, eh ben, ils ont une espérance de vie d'ailleurs qui est bien plus réduite et ils meurent souvent d'ailleurs de problèmes au niveau pulmonaire. Euh, les gens, par exemple, qui sont dans les mines, Mhm. ils sont tellement, leurs poumons sont tellement encrassés par des produits toxiques que ils meurent souvent. Enfin, ils mourraient, parce que maintenant, enfin, on voit plus ça en France, mais il y a d'autres pays où on voit ça. Ils meurent souvent vers entre 40 et 50 ans Mhm. Ok. d'insuffisance cardiaque d'ailleurs. Ok. Donc, ouais. Après, la VO2 max, donc le nombre de mitochondries, ça fait pas non plus tout. Donc là, je prends un exemple qui est un peu en dehors de l'humain. C'est-à-dire que si on prend par exemple Mhm. un loup, ça a une VO2 max de 300. Ok. Ouais. Dans le monde animal, on est nul Oui, oui. en C'est, comparaison. ouais. Mais pourtant, nous, on vit plus longtemps qu'un loup. Après, c'est parce que la physiologie est un petit peu différente. Mais mon point, c'est que euh, la comparaison, elle ne peut se faire que entre êtres humains. Mhm. Avec les autres animaux, c'est plus compliqué de se lier seulement à la peau de max. Donc, c'est juste pour dire qu'on ne peut pas faire ce prolongement de raisonnement pour d'autres espèces. Ok. Euh, donc, concernant les mitochondries, et aussi du coup la VO2 max et le fait de du coup la génétique, il y a un autre point important, c'est que, et là pour le coup, ça va concerner le public féminin, Mhm. ce sont les femmes qui transmettent les mitochondries Ouais. à l'enfant dans 99,99% des cas. C'est-à-dire qu'il y a une chance sur 40 000 pour que ce soit l'homme qui les transmette. Du coup, ça repose sur les épaules des femmes de devoir maximiser leur VO2 max pour transmettre des capacités importantes sur le plan cardiovasculaire à leurs enfants. Mhm. Parce qu'en ayant des mitochondries d'une excellente qualité qui seront transférées à l'enfant, bah, dès le plus jeune âge, il commence avec un bonus. C'est pas un gros bonus parce que la vie fait que 90% de la vie, c'est l'épigénétique, c'est-à-dire que, ce sont les choix de l'individu. Oui. Mais quand on commence la vie avec un brelan d'as, C'est plus simple.
Enfin, C'est plus simple. il y a plus de chances de notre côté, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est ça, À voilà, condition d'en faire exactement. après quelque chose, évidemment. Mm. Ok. Du coup, c'est quoi? C'est la capacité à exprimer de la force physique qui est transmise par le père? Qui est un C'était. peu plus transmise par le père, oui, apparemment. Ok. C'est la force max. Donc c'est rigolo d'ailleurs parce que ça correspond un peu aux archétypes qu'on voit depuis la nuit des temps sur l'homme fort. Ouais. Bref. Oui, non, effectivement. Ok. Donc, en fait, le couple qui voudrait faire un super enfant, la femme devrait faire beaucoup de cardio et l'homme devrait faire beaucoup de renforcement musculaire, beaucoup de force. Ouais, c'est ça. Et théoriquement, ça pourrait donner, si tout se passe bien et que le développement de l'enfant se passe bien, ça pourrait donner quelqu'un qui a des prédispositions physiques intéressantes. Ouais, Il ouais. a, il Après, a de bonnes le cartes en fait. main pour démarrer. Ouais, c'est ça. Après, mais ça, on va y venir après pour la Mhm, partie immunitaire, mais la densité minérale osseuse, donc c'est quelque chose de très important pour l'immunité. mhm. Je t'expliquerai Oui. pourquoi après. Ça, pour le coup, c'est à part égale entre l'homme et la femme. Donc, Ok. du coup, ça signifie que, en plus du cardio, madame doit aussi faire la muscu. Ouais. Et puis monsieur doit aussi faire du cardio parce que ça va l'aider à être plus fort dans sa pratique de la musculation. Ouais, de Ouais. toute Ok. façon. Mais ils ont déjà compris ça en Chine, hein. Ils le font déjà depuis longtemps. Dis-toi, tu vas t'accoupler avec elle. Ok. Quoi? Mais non, tu fais ce que je te dis. Oh, d'accord. Oui, ouais, ouais, allez, ouais, effectivement, effectivement. Mais du coup, bah, c'est dans une société, on a quand même plus le choix de faire, de faire ou pas faire son entraînement. Là, pour le coup, c'est des arguments qui sont tout à fait intéressants que tu amènes. Euh, Bah, si on veut fonder une famille, après, ça, c'est Oui, les gens alors qui évidemment, veulent. mais ça, c'est un autre sujet et évidemment, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors, évidemment, j'ai été écouter tous les autres podcasts dans lesquels tu as fait une intervention pour parler des mitochondries. Ouais. Il y en a des très, très denses. Et pour les auditrices et les auditeurs du podcast, Vincent a eu l'immense gentillesse de m'envoyer une présentation PowerPoint sur les marqueurs du vieillissement où je me suis fait deux, trois claquages aux neurones en essayant de la lire. Euh, Juste pour faire un point historique sur les mitochondries, et Ouais. si j'ai bien compris, à la base, il y a des bactéries qui sont appelées prokaryotes, c'est juste. Oui, alors les prokaryotes, donc il y a Les... eucaryotes et Ouais, prokaryotes. ouais, Les prokaryotes, elles n'ont pas de noyau, elles n'ont pas de noyau. et les eucaryotes ont un noyau. Ok, d'accord. Mais si, alors, je ne sais pas si j'ai bien compris, mais à la base, il y a les prokaryotes, les mitochondries, et c'est les deux mis ensemble qui font des eucaryotes, ou il y en avait déjà d'autres? Non, il y avait Ok, déjà un peu de tout, un peu de tout. mais c'est bien un eucaryote, c'est probablement, pardon, un prokaryote qui a Mhm, absorbé une mitochondrie. En tout cas, c'est ce qu'on croit, c'est mhm. possiblement ce qui s'est passé. Alors ça, c'est des vieux trucs, hein, Oui, c'est des oui. vieilles histoires. C'est ce qui s'est passé il y a 1,5 milliard d'années. Ouais, c'était pas hier, quoi. Oui, oui, voilà, ça date pas du mois d'octobre. Mais euh, en fait, pour comprendre le truc, c'est que donc ces bactéries se mangeaient entre elles. Mhm, Il y avait de la prédation. Et il s'avère que alors les mitochondries de l'époque pouvaient vivre en aérobie comme en anaérobie. Donc parfois elles utilisaient l'oxygène, parfois elles l'utilisaient pas. Dans tous les cas, en fait, elles rejetaient euh, du CO2, de l'hydrogène et de l'eau. ok, Mais il s'avère que les eucaryotes qui étaient en anaérobie, il y avait aussi des eucaryotes aérobie, mais ceux ok, qui étaient en anaérobie, pour fonctionner, ils avaient besoin d'hydrogène en particulier. ok. Maintenant, il faut se projeter et imaginer quelque chose de très particulier. Oubliez vos cinq sens et imaginez que vous êtes une bactérie monocellulaire, donc un organisme monocellulaire, et votre seul sens, ce sont des gradients de chimiques de molécules. Mhm. Et pour survivre, par exemple, il faut imaginer que vous avez les yeux fermés, et vous marchez à tâtons sur une surface, et vous avez des pépites de chocolat qui apparaissent devant vous, vous les tâtez, ah, une pépite de chocolat, je la mange. Oui, j'aime bien le chocolat, je prends des Oui, oui, pépites. oui, non, mais l'exemple est parlant, hein. Moi, je prends. Et donc, c'est ce que faisaient les bactéries donc prokaryotes, sauf qu'à un moment donné, parce qu'elles ont des grandes bouches, à un moment donné, elles ont avalé pas seulement la pépite de chocolat, Mhm. elles ont avalé le chocolatier, Ok. La mitochondrie. la mitochondrie. Alors,
De là, c'est probablement arrivé un certain nombre de fois, Mhm. et il y a plusieurs possibilités. Soit on détruit le chocolatier, soit on le laisse en nous continuer de fabriquer des pépites en chocolat directement à la maison. Choix pertinent. Choix pertinent. Choix pertinent. Mais néanmoins, ça avait un coût parce que, donc là, ça c'est la théorie d'évolution, mais Oui. il faut bien comprendre en fait qu'à l'époque, l'utilisation de l'oxygène, en fait, il a vraiment fallu du temps pour comprendre pourquoi est-ce que c'était utile sur le plan évolutif que des prokaryotes avalent une mitochondrie et que ça devienne un avantage plus tard. Mhm. Et cet avantage, c'était pas particulièrement lié au fait à l'utilisation de l'oxygène parce qu'il y avait déjà des bactéries qui étaient capables de le faire. C'était pas non plus pour diversifier l'utilisation des substrats, donc savoir de l'oxygène d'un côté, de l'hydrogène de l'autre, etc. En fait, c'est un peu par hasard, mais le fait d'absorber le chocolatier, ça a permis de faire un mélange de l'ADN de l'eucaryote, pardon, du Mhm. prokaryote avec l'ADN mitochondrial. Et en faisant ce mélange-là, ça a multiplié par un facteur 200 000, c'est ce qui est estimé à peu près, la variété de protéines que pouvait créer le nouvel organisme. Ok. Donc, Donc ça veut dire que i- vous multipliez par 200 000 vos capacités à vous adapter au système. ok. Et ça, c'est un avantage évolutif qui est... Donc, est-ce qu'on pourrait déduire très grossièrement, puis tu m'arrêtes si j'ai faux, que c'est cette capacité à être plus rentable et à créer des choses plus complexes qui ont permis aux organismes d'évoluer? euh, En tout cas, là, c'est ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est ça qui explique le processus évolutif? Alors, Ça, peut-être je pas, suis peut-être pas sous forme de Non. causalité, mais de corrélation peut-être. Ouais. Alors, Mhm. c'est très délicat de parler de l'évolution parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Bien sûr. On essaye de voir ce qui s'est passé, de reconstituer les morceaux. Ouais, ce qui est certain, c'est que le fait d'avoir un- une capacité d'un facteur 200 000 à produire de nouvelles protéines, ça a permis de s'adapter beaucoup plus facilement à l'environnement. Mhm. Et par exemple, un exemple de ça, c'est les bactéries Escherichia coli, qui sont anaérobies. Donc, elles n'ont pas de mitochondrie, si ma mémoire est bonne. Elles ont, pour fabriquer des protéines, elles ont 13 000 ribosomes. Les Mhm. ribosomes endoplasmiques, c'est ce qui sert à produire les protéines. Mais elles n'ont pas de mitochondrie en elles. Mais dans un hépatocyte humain, donc les cellules du foie, qui sont parmi les cellules les plus utiles en termes de production de protéines, elles ont 13 millions de ribosomes. Donc c'est Ok. comme si on passait du village d'Astérix et Obélix en termes de capacité de production à Paris Ouais. 2024, avec la couronne. C'est c'est- c'est un monde entier. Ok. Euh, Après, il y a un truc qui est très très important à comprendre aussi. Alors ça, si on veut s'intéresser à ces sujets-là, c'est ce qu'on appelle le transfert pardon, le transfert endosymbiotique. C'est-à-dire le fait que la mitochondrie, en mélangeant son ADN, c'est ça, c'est le mélange de l'ADN de la mitochondrie à son hôte. Mhm. Donc ça a créé de la diversité génétique, donc plus de capacité à produire des nouvelles protéines. Mais ça s'appelle un transfert parce que en fait, la mitochondrie, ce qui s'est passé, c'est que elle a pu isoler les éléments les plus essentiels pour elle, donc le monopole de ce qui fait sa substance, à savoir le cycle de Krebs, la chaîne de transport des électrons et deux, trois autres bricoles. Et elle a pu déléguer tous les autres trucs, on va dire, moins utiles pour elle Mais au en, se ga- cours en, du en temps. restant indispensable à l'organisme. C'est ça. Enfin, à la cellule, en tout Ouais, cas. la cellule. Elle est smart, hein? Elle est smart. Ouais, mais c'est des optimisations chimiques qui se font avec le temps, mais oui, oui, c'est rigolo que ça ait fonctionné comme ça. C'est vraiment un monopole, l'endosymbiose. Ok. Et alors, ce qui est plus drôle encore, bon là, maintenant, on va revenir à l'être humain, parce que ça, c'était des trucs il y a très très longtemps, Oui. c'est que l'endosymbiose, donc ce transfert-là, il est arrivé majoritairement, enfin 90% de l'endosymbiose, c'est-à-dire du transfert endosymbiotique de l'ADN de la mitochondrie à l'être humain, à la cellule, pardon, c'est fait apparemment il y a 15 millions d'années, donc à l'époque de ce qu'on appelle le Miocène, qui est la période de l'ère glaciaire, où nos ancêtres ont dû justement créer des adaptations très particulières pour survivre au froid. Mhm. Donc c'est très rigolo parce que ça veut dire que tout ce qui s'est passé avant, donc entre moins 1,5 milliard d'années, les processus d'évolution qui ont amené à des organismes pluricellulaires, puis des petits mammifères, puis ensuite en gros les papilles singes, le papy gorille,
Tout ça, c'était que 10% d'endosymbiose par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 millions d'années. Ok. Et pourquoi il y a eu une accélération de ça? Parce qu'il y a eu une mutation d'un d'un processus très particulier. En tout cas, pareil, encore une fois, c'est ce qu'on pense, hein, je prends ça avec des pincettes, euh, sur un truc qui s'appelle l'uricase. Alors, vos cellules, elles produisent de l'acide urique, Oui. qui est un déchet qui est inutilisable parce qu'on ne sait pas l'utiliser, et qui ensuite est éliminé par les reins. Mais nos ancêtres, et c'est aussi le cas chez les singes, ils ont un truc qui s'appelle l'uricase, qui permet de décomposer l'acide urique pour que ce soit réutilisé dans le métabolisme cellulaire. Et il s'avère que c'était évolutivement avantageux de se débarrasser de cette uricase pour résister au froid. Pourquoi? Parce que si vous avez plus d'uricase, vous avez de l'acide urique qui est produit, qui est un déchet non utilisable. Mhm. Cet acide urique, il a pour conséquence, l'acide urique, il va sur les mitochondries et il bouche les pores de la mitochondrie. Il empêche le glucose de rentrer, ce qui va stimuler du coup la production de gras, puisque le glucose, il faut bien qu'il soit utilisé. Donc il va être Mhm. utilisé, ça va former du gras. Et si t'es plus Et en gras, forme, tu as moins froid. tu as moins. Exactement, c'est juste ça. Et alors, par contre, le problème, c'est qu'avec ce gras-là, tu as les maladies métaboliques, tu as les caillots dans le sang, tu as tous ces trucs-là qui viennent. Mais il y a 15 millions d'années, c'était un choix. Enfin, c'était un avantage évolutif de, de devenir un gros diabétique pour survivre au froid. Parce qu'il vaut mieux survivre en étant malade que simplement mourir. Voilà, sur cette phrase philosophique, on va conclure le podcast. Non, non. Mais effectivement, d'un point de vue évolutif, c'est le meilleur choix à faire. Maintenant, on est quand même, c'était 15 millions d'années, tu m'as dit? Ouais, On est 15 millions d'années plus tard. Tu as parlé de la corrélation entre des mitochondries, un pool de mitochondries important, mais il y a aussi le fait que ces mitochondries soient qualitatives, ouais. qui est important, sur l'expression du VO2 max. Et donc, on peut corréler VO2 max et santé. En quoi c'est important sur d'autres marqueurs de santé, ou plutôt d'autres marqueurs du vieillissement, d'avoir des mitochondries qui sont en bonne santé et en quantité et en qualité suffisante? Alors, il y a 12 marqueurs de vieillissement qui existent Mhm, et 8 de ces marqueurs sont influencés très fortement par vos mitochondries. Alors, déjà, le simple fait, j'ai expliqué les quelques raisons de mhm, pourquoi c'est comme ça. Le simple fait que les mitochondries soient absolument dans tous les tissus humains, dans toutes les cellules, à l'exception des globules rouges, bah forcément, elles vont avoir leur mot à dire pour ce qui est du système endocrinien, du système immunitaire, de l'os, des os, pardon, euh, du cerveau. mhm. Forcément, ça joue un rôle. Ensuite, il s'avère qu'à l'échelle cellulaire, donc seulement si on regarde seulement la cellule, la mitochondrie a littéralement un pouvoir de décision de vie ou de mort sur la cellule. C'est probablement une relique évolutive. Pour peut-être qu'à un moment donné, en fait, la mitochondrie pouvait encore se débarrasser de son hôte si son hôte ne lui fournissait pas assez de substrat. Mhm. Maintenant, c'est plus le cas, mais elle a encore cette capacité, ce qui fait que du coup, si la cellule commence à lui envoyer un stress oxydatif ou d'une autre nature trop important, la mitochondrie peut dire, OK, j'envoie un signal apoptotique, donc d'ailleurs de mort programmée, et la cellule meurt littéralement. Ce qui du coup amène aussi à la mort de la mitochondrie. Enfin, quand je dis la mitochondrie, il n'y a pas qu'une seule mitochondrie dans une cellule, mais c'est l'idée. Et du coup, en fait, rien que à cause de ce mécanisme-là, la mitochondrie a un rôle très très important à jouer pour la survie cellulaire, ou alors la mort. Est-ce que, si je fais un raccourci, du moment que son habitat est plus optimal pour elle, elle estime que c'est le moment que son hôte meurt? Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle subit des dégâts, et donc, en subissant des dégâts, elle se dit, OK, j'envoie un signal apoptotique et ciao. Sauf que, enfin, c'est comme si tu habitais dans une maison avec quelqu'un, et tu commences à t'entendre mal avec la personne, et tu as un bouton pour faire exploser la baraque. Tu dis, ah ouais, OK, tu m'as mal parlé, pip! Ah! Et tac! Dans tes dents. Ouais, non, C'est effectivement, ça. c'est pas très.
Alors peut-être à l'échelle d'une cellule, oui, mais quand on dézoome et puis qu'on part du principe que on est un amas de cellules qui sont ensemble pour nous former nous, ouais, tu peux pas faire exploser la baraque à chaque fois. Non, Ok. mais non, non, non. Euh, Mais je comprends, je comprends le principe. Et ensuite, il y a un effet qui est plus collectif pour le coup, c'est que, ça, on peut commencer un peu à parler de ça, c'est que, donc, votre système immunitaire, c'est un espèce de système dormant qui s'active quand il y a il y a une défaillance. Mhm. Quand quelque chose quand il y a une attaque, il y a ce qu'on appelle la phase inflammatoire, donc le système immunitaire se lance, il essaye de résoudre le truc. S'il y arrive et que tout va bien dans un monde parfait, ensuite, il y a ce qu'on appelle une phase de résolution de l'inflammation pour dire au système immunitaire, bon, bah, c'est bon, on peut s'arrêter. Ok. Et il Il a s'avère fait son que job. il a fait son job. Ok. Et il y a deux systèmes. Il y a un système passif qui est là en permanence, donc c'est le système immunitaire inné, qui est tout le temps là. Et il y a le système immunitaire acquis qui va s'adapter à des éléments pathogènes nouveaux que le système inné ne peut pas gérer. Alors, est-ce que tu peux juste faire une définition de système immunitaire inné et système immunitaire acquis, du coup? Euh, ouais. Alors, système immunitaire inné, ça va concerner toutes les cellules immunitaires, tous les mécanismes immunitaires qui vont en fait détruire par défaut des éléments pathogènes qui arrivent dans le système. Ok. Un peu comme une espèce de défense sur un château fort. Il y a quelqu'un qui arrive, il lui tire dessus. Voilà, on Mhm. réfléchit pas. Maintenant, si donc ça c'était un ennemi qui était en slip avec un bâton en bois. Mhm. Maintenant, s'il y a un tank qui arrive, Ah oui, ok, c'est bon, je remets. le problème c'est que les défenses de base ne peuvent pas détruire le tank. Mhm. Mais ce qui est rigolo, c'est que, et c'est pour ça que c'est bien fait le corps humain, ou de manière générale les mammifères, Oui. c'est que les organismes vivants, c'est que le système immunitaire inné, donc qui envoie, qui Euh, tire de Le, base sans le mec en réfléchir, slip avec son bâton. voilà, il tire en slip, il tire de base. Il est très américain, très nazi, hein, ce système. Euh, le, il va également prévenir le système immunitaire acquis, donc qui est un système immunitaire beaucoup plus évolué, beaucoup plus complexe, Mhm. au cas où la défense ne fonctionne pas. Et si ça ne fonctionne pas, dans tous les cas, il y a les gros qui vont arriver, qui vont pouvoir bousiller le tank ou le truc Mhm. qui résiste. D'accord, ok. Est-ce que c'est ce système immunitaire acquis qui se développe et qui se renforce? Tu utilises une analogie dans un des podcasts qui était hyper intéressante, c'est ils reviennent au centre d'entraînement pour se rééquiper plus lourd et Ouais, repartir à la bataille. Ok, donc c'est le système immunitaire inné, c'est celui qui débarque la fleur au fusil, qui ne sait pas trop ce qui va se passer. Et puis après, il communique avec le haki, puis il dit ouais, bon là, va falloir faire des adaptations, les mecs, parce qu'on est en train de se prendre une branlée. ouais, c'est ça. Ok, incroyable. Donc tu étais Mais dans du coup, t'expliquais cette phase d'inflammation et après ouais, ensuite cette phase de résolution. Ce serait quoi parce qu'on du coup on peut faire des sujets croisés, c'est encore plus intéressant. Euh, Système immunitaire et mitochondrie dans cette optique de ben voilà, ça monte, il a son job à faire et ensuite ça doit redescendre. c'est là où je veux en venir. C'est Ok. que, en fait, les mitochondries dans les cellules immunitaires, ce sont elles, en fonction de si elles absorbent du gras ou du glucose, Mhm, qui vont déterminer l'état inflammatoire de la cellule immunitaire, qui vont déterminer son mode d'action, si elle est en mode repos ou si elle est en mode active. mhm, Quand il y a un lancement d'inflammation, les systèmes immunitaires sont essentiellement glycolytiques, c'est-à-dire qu'ils utilisent du glucose. Quand il y a une situation pro-résolutive, c'est-à-dire que l'inflammation doit être diminuée, il y a un switch métabolique et les mitochondries des cellules immunitaires passent à une utilisation du gras. ok. Voilà. C'est ça qui se passe. Donc, mon point, c'est que les mitochondries, du coup, sont au cœur du switch pour dire à l'attaque ou on repos. Donc cette phase d'inflammation et cette phase résolutive après. Ouais, c'est ça. Ok. Euh, Alors, il y a un petit truc qu'il faut aussi comprendre, c'est que ça, c'est pour les cellules de l'immunité. Mais il y a un truc qui ne sont pas des cellules qui appartiennent à l'immunité, c'est ce qu'on appelle le système du complément. Le système du complément, ce sont tout un tas de protéines. En fait, c'est, ouais, je simplifie la chose.
Ce sont des protéines qui servent à la fois de signal pour le Mhm. système immunitaire acquis. En fait, c'est des petites protéines qui sont là en permanence dans le sang. Elles sont des milliards et des milliards et des milliards. Elles vont, elles ont plusieurs effets. Elles ont un effet d'amplification du signal de l'inflammation. Elles se collent aussi également qu'on appelle ça, aux bactéries ou aux éléments pathogènes pour qu'ensuite ces éléments soient perçus par le système immunitaire, par les macrophages, pour que les macrophages viennent les attaquer. Un Mhm. peu comme des marqueurs. Il Ouais. faut imaginer, donc pareil, je vais reprendre le principe d'une attaque médiévale d'un château fort. Euh, à l'échelle des cellules, en fait, tout le monde a exactement les mêmes armures. Donc comment est-ce qu'on fait pour se différencier? Et ben du coup, dans le château fort, il y a des gens, leur rôle, c'est d'envoyer ils tirent avec des paintballs. Et donc, on sait que les ennemis, ce sont eux qui se sont fait tirer, qui sont multicolores. Donc, c'est eux qu'il faut défoncer. J'ai l'image du combat médiéval avec des pistolets à paintball. Voilà, Mais c'est ça. ok, ça me parle. Et donc, du coup, bah, seulement ceux qui sont marqués vont se faire attaquer par les macrophages. Mhm. D'ailleurs, il faudra que je reparle de ça après. Mais bon. Et il y a un autre point aussi, c'est qu'il s'avère que ces protéines, quand elles sont combinées d'une certaine manière entre elles, elles forment une espèce de micro-lance qui permettent de percer les bactéries. Et en les perçant, alors c'est pas une lance en soi, c'est un tube, parce qu'à Mhm. l'échelle micrométrique, si tu fais juste une lance, tu perces rien du tout. Il faut que ce soit un tube pour que le sang puisse, enfin pas le sang, les éléments de l'intérieur de la cellule ennemie Plus sortir. s'éjectent vers l'extérieur. Ok. Et donc il y a un tube qui est fait comme ça s'appelle le complexe d'attaque membranaire. Et donc ça a ces trois fonctions-là. Et pour ce qui est le mécanisme d'amplification de l'inflammation, ce sont ces molécules, donc ces protéines du système du complément, qui vont venir activer les mitochondries pour leur dire de switcher. Ok. Donc vous voyez, tout ça c'est très 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 complexe. C'est des Oui, oui. processus en chaîne qui sont pas forcément évidents. Ok. Mais néanmoins, donc pour en revenir aux mitochondries, le truc c'est que si vous n'avez pas beaucoup de mitochondries, vous ne pouvez pas avoir une bonne réaction immunitaire. Est-ce que ça veut dire que potentiellement, si tu as un grand niveau de mitochondrie, tu tombes, tu es moins sujet à tomber malade? Forcément. Enfin, moins sujet à tomber malade, c'est peut-être pas le terme parce que en fait l'exposition maladie, on ne le choisit pas. Mhm. Mais par contre, le Résilience? fait de les défoncer super Ouais. vite, les bactéries, enfin les éléments pathogènes, ça pour le coup, oui. Ok. D'ailleurs, on observe souvent chez les gens qui sont en excellente santé et qui ont une bonne VO2 max, ben, en fait, là où des personnes normales ont une grippe et un état grippal qui va durer 2 3 semaines, ben, eux, ça dure entre 2 et 5 jours. Mhm. Ok. Ça C'est marche. toujours plus sympa. Oui, alors c'est sûr que si ça dure moins longtemps, ça dure moins longtemps, c'est mieux. Tu parles d'inflammation avec donc cette phase inflammatoire et cette phase résolutive. Ouais. On en parle à travers le prisme du fait d'être malade et du fait qu'il y ait un problème. Est-ce que le fait de se mettre une monstre pétée en musculation, par exemple, euh, je choisis une Ouais. modalité d'entraînement au hasard, complètement au hasard. Bulgarian split squat, 30 secondes d'isométrie, suivi de 20 répétitions, puis 10 répétitions explosives. Tu as l'impression d'avoir deux troncs d'arbre à la fin de l'entraînement à la place des cuisses. Est-ce que ça, c'est un état inflammatoire? Oui. Ok. Oui, mais alors je me dédouane complètement. Je précise, en fait, cette idée de combinaison n'est pas de moi, parce Non, non, que mais Ken parle de ça parce qu'il a subi ça il n'y a pas très longtemps. Euh, c'est mon entraîneur de force, Bastien Madineff, qui a inventé cette procédure-là, et ensuite on l'a testé sur tout un tas d'exercices, et on s'est rendu compte que ça marchait très bien. ah, mais j'ai aucun doute là-dessus. Moi, c'est juste que j'ai remarqué qu'après, j'avais l'impression d'avoir les cuisses qui étaient enflammées. Donc, moi, je me pose la question, puis je me dis, est-ce que à la fin d'un entraînement en musculation très intense, est-ce que ton corps est dans un état inflammatoire? Ouais. Ok, Oui, parce que, en fait, le système ne fait pas de différence entre, euh, entre un dégât qui est provoqué par nous-mêmes, volontairement. volontairement, ou un dégât qui est provoqué par un élément extérieur. Mhm. La seule chose que voit le système immunitaire, c'est que il reçoit des signaux inflammatoires parce qu'il y a quelque chose qui a été lésé, ou alors parce qu'il y a des débris de cellules immunitaires qui sont là.
Mhm. Mais dans les deux cas, il répond de la même manière. Ok. C'est juste que le système immunitaire acquis, donc ceux qui sont ultra spécialisés et qui s'adaptent, ils vont rester en retrait si c'est juste une inflammation qui a été provoquée par une casse musculaire, parce Mhm. qu'ils n'ont rien à faire, eux. Ok. C'est le système immunitaire inné qui va s'en occuper. Mais c'est le système immunitaire qui s'occupe de la réparation, enfin de l'inflammation et ensuite de la réparation. Mm. Parce que comme tu pètes des fibres, il faut bien ensuite que les macrophages aillent récupérer, aillent, comment dire, manger les trucs qui traînent pour pas que ça se transforme en déchets qui aillent, par exemple, bousiller terrain parce qu'ils n'arrivent plus à filtrer. Ok. Et pour que ces macrophages s'activent, il faut bien que le système immunitaire s'active. Donc c'est le même mécanisme de signalisation. D'accord. Maintenant, la question que j'ai, c'est la suivante, c'est que il y a, j'imagine, des choses à faire pour optimiser ce processus inflammatoire qui, au final, est une réponse normale de l'organisme. Et puis, Ouais, il y a des choses qui, à mon avis, viennent contrecarrer ce processus inflammatoire. ouais, D'accord. Idéalement, dans ce processus inflammatoire, alors j'ai déjà entendu hein, des éléments de réponse dans les différents podcasts que j'ai pu écouter où tu as fait ton intervention par rapport à ça, mais dans les différents processus pour accompagner cette partie inflammatoire, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne doit pas, on ne devrait pas faire? Euh, Je te pose une question. alors, Je t'en pose une comme ça pour donner un départ de réflexion. Est-ce que ouais. après un gros entraînement en musculation, ce serait mieux de faire une douche froide ou par exemple de faire une douche chaude? Parce que basiquement, dans ma tête, je me dis, bon bah, inflammation chaud, donc bien. Et puis inflammation chaud, donc froid, donc peut-être euh, euh, je viens pas accompagner le truc de manière optimale. Alors, c'est pas évident ça, parce que il y a plusieurs situations possibles. Mhm, Mais donc, tu as fait t'as une très grosse casse musculaire et que tu es dans un environnement qui est tempéré, qui est ni mhm, trop chaud ni trop froid. Euh, Si tu prends une douche très froide, donc à 8 degrés, hein, l'équivalent d'un bain froid, mhm, pour le coup, le froid, ça coupe l'inflammation. Parce qu'en fait, le froid va venir réduire la taille des œdèmes ou des micro-œdèmes qui se trouvent sur les zones endommagées. mhm, Et en réduisant la taille des œdèmes, du coup, ça désactive l'envoi de cytokines par des cellules qui ont été partiellement bousillées ou les cellules autour au système immunitaire. Donc, du coup, tu coupes l'inflammation. Ou tu la retardes, disons. Et le problème, c'est que pour le coup, c'est bête de retarder l'inflammation parce que ça veut dire que tu retardes la résolution de l'inflammation et donc tu retardes la réparation. Si tu retardes, alors attends, je reprends. Si tu retardes l'inflammation, Oui. Tu tu retardes retardes. la réparation, Ok, tout simplement. ok. C'est la raison pour laquelle les médecins disent aux gens, voilà, ne prenez pas d'antidouleur, sauf si ça vous empêche de dormir la nuit. Parce qu'effectivement, le sommeil étant important pour la récup, si on ne peut pas récupérer, là, ça devient intéressant de prendre des antidouleurs. Mais si on les prend par défaut dès qu'on a un peu mal, on coupe le processus de réparation parce qu'on coupe le processus inflammatoire. Ok. Donc, voilà. Euh, Par contre, mettons qu'il fasse vraiment trop chaud. Donc, tu t'es entraîné en plein Congo l'été, et en plus, tu t'es cassé les muscles. Voilà. Mm. Là, pour le coup, prendre une douche froide, ça va peut-être un peu te rééquilibrer en termes de thermorégulation. Donc, ça va aider le système à se réparer parce que, en fait, la chaleur plus la casse musculaire peut en fait t'empêcher de dormir, littéralement. Il y a beaucoup de gens à qui ça arrive, même pas au Congo, hein, je veux dire en France. Et donc, le simple fait de prendre une douche froide va permettre en fait d'éviter de surinflammer, c'est-à-dire de dépasser les capacités d'adaptation à l'inflammation Ok. du système immunitaire. Oui, il y a des. Moi, je me rappelle d'un entraînement jambes il y a des années en arrière qui m'avait fait une montée de fièvre pendant la nuit parce que c'était juste en fait too much. Euh, et oui, effectivement, quand tu fournis des gros efforts physiques, tu peux faire une montée de fièvre par la suite. Parce que j'imagine que c'est ton corps qui n'arrive pas à suivre. Ouais, c'est ça. Ok, Tu dépasses les capacités d'adaptation de l'organisme, ok. littéralement. D'accord. Donc ça, c'est. Alors, c'est aussi une question de contexte et d'environnement dans lequel tu évolues. On en revient Mm. toujours aussi sur l'influence de l'environnement sur la capacité de ton corps à exprimer certaines choses ou pas. Euh,
tu dis dans un podcast un propos qui pourrait faire dresser, je pense, les cheveux sur la tête de certaines personnes et qui pourrait faire un peu polémique, sur accompagner le processus inflammatoire avec une nourriture qui est plus riche. Ouais, ouais. Ça a fait dresser les cheveux à plus d'un. Les gens, ils ont de la peine à l'intégrer. Euh, alors, moi, je t'explique comment je comprends la chose, et puis tu me dis si c'est juste ou pas, puis après, je te laisse continuer là-dessus. Ouais. Je vois un train qu'on doit absolument lancer à grande vitesse. Donc, l'inflammation qui doit monter parce que c'est le processus normal. Et donc, le train, ce serait l'inflammation. Le fait que c'est à grande vitesse, c'est le fait que ça monte. Et en Mm. fait, euh, le mec dans la locomotive, il a décidé d'arrêter de mettre du charbon pour alimenter le feu. Et moi, je me dis bah, que si le train il doit prendre de la vitesse pour se lancer, c'est le bon moment de l'alimenter avec ce dont il a besoin. Ouais, c'est ça. Ok. Mais en fait, du coup, ne pas mettre de charbon, euh, pour transférer l'analogie, ça revient Mhm. à être en déficit calorique, puisque tu fournis pas d'énergie au système. Ok. Alors peut-être que quand je l'ai dit, j'étais un peu fatigué quand j'ai dit, donc j'ai pas été forcément très pédagogique sur dessus, c'était sur un podcast de bioméca. Mais le... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme le glucose, justement, est essentiel aux cellules, mais vraiment, vraiment essentiel, surtout pour les cellules immunitaires, d'ailleurs c'est rigolo parce que si ma mémoire est bonne, alors je sais plus si c'est ce nom-là, mais c'est l'une des cellules immunitaires du système immunitaire. Il me semble que ce sont les neutrophiles, mais je me trompe peut-être hein, sur le Ok. nom. Elles sont... En fait, si elles n'ont pas de glucose, elles le créent elles-mêmes, tellement c'est important pour elles. Ok. Elles ont la même capacité que le foie à faire de la néoglucogénèse, mais D'accord. en Mais elles. ok. Mais est-ce que ça a un coût énergétique du coup, j'imagine pour elle? Oui, parce qu'en fait, si elles le font, du coup, elles sont moins efficientes. En Ok. fait, ce que j'avais pas expliqué dans ce podcast, c'est que une cellule, elle a plusieurs métabolismes en elle. Donc, pour utiliser les glucides, utiliser les lipides, d'autres mécanismes également en lien avec le recyclage des déchets. Et il y a un métabolisme qui est la voie des pentoses phosphates, ça s'appelle comme ça, qui utilise les glucides qui rentrent dans le système pour, au choix, soit créer des espèces comment dire, de briques élémentaires pour la cellule, pour Mhm. la réparation de l'ADN, pour la réparation de certains organites cellulaires, bon bref, pour du maintien du recyclage, soit pour utiliser un espèce de, ce qu'on appelle du NADPH, qui est un espèce de substrat qui sert à fabriquer des protéines. Ok. Donc soit la cellule, elle a deux choix, soit elle fait du maintien, de l'entretien, soit elle fait de la construction. D'accord? Une cellule immunitaire, elle a besoin de faire de la construction parce qu'elle a des armes. C'est un peu comme un guerrier Mhm. qui crée ses propres armes. Mais pour créer ses propres armes, il faut plus de glucides que pour une cellule normale, tout Ok. simplement. Mais parce que la demande est plus importante à l'instant T. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, à cause de mécanismes pas forcément évidents comment dire, de rentabilité énergétique dans le métabolisme des pentoses phosphates, il s'avère que c'est beaucoup plus facile pour une cellule de faire du maintien que de créer des armes. Et donc, pour créer des armes, il faut vraiment beaucoup plus de glucides. Mhm. Du coup, ça signifie que s'il y a trop peu de glucides ou qu'on est en légère hypoglycémie, euh, sans parler de déficit calorique, mais qu'on est en légère hypoglycémie alors qu'on est malade, eh ben, on peut ralentir le système immunitaire alors qu'on ne le veut pas particulièrement. Est-ce que le fait d'être en déficit calorique alors qu'on n'est pas malade, au moment où, enfin, à l'instant T, peut faire en sorte qu'on est plus enclin à tomber malade? Ça dépend du déficit calorique, mais Ok, normalement, s'il est modéré, non. ok. Tu vois, je prends les compétiteurs en sport de combat ou enfin, Ouais. des sports à catégorie de poids très 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 bas. Est-ce qu'ils sont plus enclins à choper des saloperies? Euh, Si le déficit calorique est modéré, mais en général, les compétiteurs, ce qui se passe, c'est qu'ils se mettent dans des situations
de taux de masse grasse qui sont tellement bas que ça devient non fonctionnel pour leur Mhm. physiologie interne. Et comme ça devient non fonctionnel pour leur physiologie interne, ils ont eu ce qu'on appelle une immunodépression. Ok, Voilà. Donc c'est ça qui d'accord. se passe, c'est que leur déficit calorique en fait leur provoque un déficit de glucose dans le sang, Ok. littéralement. On en revient du coup au système immunitaire. Ouais, donc du coup, il est nécessaire d'avoir beaucoup de glucides Mhm. pour lancer l'inflammation. C'est même tel le seul moment. Donc c'est très important déjà de base de ne pas être en déficit calorique, mais peut-être encore plus pendant les 2 3 jours, c'est entre 2 et 5 jours le lancement d'inflammation, d'avoir un apport en glucides qui est un peu plus important. Ok. Et en glucides particulièrement, là où ce que j'avais dit, ça fait polémique parce que objectivement, c'est pas très vrai, parce que je me suis trompé, c'était que j'avais dit des cheat meals, mais c'est vrai que cheat meals, on pense souvent à des trucs qui sont gras. Mhm. Et là, moi, ce que je voulais dire par là, c'est un apport supplémentaire en protéines et en glucides, Ok. Ah, c'est mais pas magnifique ça. en, pas en gras. Ce podcast aura permis de rétablir la vérité. Oui, Donc c'est pas grave. en gros, tu manges des frites faites maison et du steak, quoi. Ouais, alors les frites, c'est frit, hein. Ouais, au four, c'est pas frit. Ah Mais oui, oui, oui. ouais, Oui, oui, oui. Ouais, oui, c'est ça, ouais. ouais. Mais ok, d'accord. Donc ce serait par exemple des pâtes avec de la viande, basiquement. Oui, c'est ça. Mais en Ok. gros, c'est augmenter ses apports, particulièrement en glucides. Mhm. Et évidemment, ne pas les diminuer en protéines, parce que déjà que les protéines, on en mange en général pas assez. Alors là, c'est clairement pas le moment de faire ça. Ok, d'accord. Donc là, Et on bon, a accompagné cette phase inflammatoire. ouais, mais c'est juste une petite période, hein. Mhm. Ça veut pas dire qu'il faut non plus aller vider des pots de glace. Enfin, Ah, ouais, c'est Vincent, il a dit. Oui, mais non, t'es plus malade depuis 6 mois. Ouais, si, il a dit. non, mais oui, c'est ça aussi. Euh, ça veut dire manger un peu plus de glucides, Ouais. mais peut-être que ça veut simplement aussi dire, par exemple, si on mange moins de gras, compenser les pertes caloriques liées au gras Mhm. en ayant l'équivalent en glucides. Donc forcément, mécaniquement, on mange beaucoup plus de glucides, mais finalement, dans la balance calorique, On on est est à peu toujours près dans à la même chose. l'équilibre. Ok, Voilà. ça marche. Bref. Ah, c'est Ah lui, là il a là. dit. Ouais, ouais, non, mais bon. Euh, donc, ouais, ça, c'est un point important. Et après, il y a évidemment la phase de résolution. Oui. Donc, la phase de résolution, alors là, pour le coup, c'est terrible parce que beaucoup de gens, en fait, ne mangent pas suffisamment de l'élément dont je vais te parler pour en lancer cette phase de résolution et pour diminuer le niveau d'inflammation. Oui. Et- En fait, si le système immunitaire est essentiellement lancé par certains acides gras, notamment, ou certaines protéines, ou ouais, certains acides aminés, pour la résolution de l'inflammation, donc pour changer le switch métabolique des mitochondries, il faut un truc en particulier, c'est des oméga 3, Mhm. des acides gras polyinsaturés. Et si on ne les a pas, ou pas en quantité suffisante, on entre dans un cycle chronique d'inflammation, et donc on reste dans une espèce d'inflammation pas forcément aiguë, mais qui est haute et permanente, qui va fatiguer le système sur long terme, et à nouveau provoquer de l'immunodépression, et c'est un cercle vicieux. Donc là, pour le coup, euh, où il est important de faire baisser l'inflammation très fortement, c'est d'avoir un apport en oméga 3 très très important. Ces oméga 3, on peut les trouver donc dans le poisson, dans certaines graines, certains oléagineux. On peut aussi, alors, c'est pas des oméga 3, mais on peut aussi en fait avoir des acides gras de qualité grâce aux fibres insolubles absorbées par les bactéries de notre système, de notre flore intestinale, qui vont créer du butyrate derrière, et ce butyrate va être mangé par les cellules de la paroi intestinale, qu'on appelle les entérocytes, Mhm. pour envoyer un signal qui est pro-résolutif au système immunitaire. Donc les fibres également jouent un rôle là-dedans, les fibres Ok. et les oméga 3. Donc, manger des légumes. Ouais. Tout type de légumes ou choses spécifiques Bah, de préférence celle avec le moins de pesticides possible. de préférence, évidemment. Mais ouais, non, non, tout type de légumes Ok. enfin, en fait, ce qui compte, c'est des fibres, quoi. Ok. Donc tout type de légumes et puis du coup du poisson. Du poisson, ouais. Ouais. Ok. On est sur un point un peu problématique avec le poisson. Du coup, peut-être plus des poissons, des petits poissons et du poisson blanc que des gros poissons.
comme du poisson, comme du saumon ou du thon? Alors, les oméga 3, tu les trouves certes dans le poisson, tu peux les trouver dans les œufs si les poules ont été élevées avec en mangeant des graines de lin ou des trucs comme ça. Ok, Par exemple, la filière bœuf blanc-cœur en France, les œufs sont riches en oméga 3. ok. Et il y a des trucs comme ça. Si tu manges, par exemple, ça c'est une anecdote rigolote, c'est que il y avait des joueurs d'Afrique du Sud, comment dire, les gens en Afrique du Sud, ils mangent beaucoup de viande, ils font des gros barbecues en mangeant des tomahawks, c'est-à-dire des gros morceaux de viande de 1 kg, tous les soirs. Mhm, Et les joueurs d'Afrique du Sud au rugby, qui sont venus dans le sud de la France, à Toulouse, ils voulaient garder le même régime alimentaire. Donc ils mangeaient un tomahawk tous les soirs. Mais le tomahawk en question ne venait plus d'Afrique du Sud, il venait de France. Et tout d'un coup, ces niveaux d'inflammation à l'un de ces joueurs, enfin, ces joueurs, ils ont explosé. mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, la viande en Afrique du Sud, bah, la gazelle, elle mangeait, elle broutait de l'herbe fraîche qui était riche en oméga 3. Ok. Alors que en France, du coup, la viande, elle est riche plutôt en acides gras monoinsaturés, en oméga 6. Ça n'a pas du tout les mêmes effets sur le corps. Alors, j'ai une C'est que... question là tout de suite qui me vient Ouais, sur ça. On dit que consommer de la viande favorise un état inflammatoire. non, c'est fou. Quand je dis on dit, hein, tu as Oui, compris oui, 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 oui. t'as compris le truc. Mais est-ce qu'au final, c'est pas tant le fait de manger de la viande, mais c'est le fait de manger un animal qui a été nourri d'une certaine manière? Alors, c'est une partie du problème, Ok. et l'autre partie du La problème, c'est cuisson? les modes de cuisson. Ouais. Voilà. Ok. Si tu fais un barbecue, c'est plein de molécules de maillard, c'est du grillé. Alors certes, c'est bon, mais pour le système, c'est ultra inflammatoire et c'est cancérigène. Mhm. Et puis un autre truc aussi, c'est que, alors ça vient des États-Unis, c'est que toutes les études qui ont porté là-dessus, ils mettaient dans la catégorie viande, accroche-toi, pizza, hot dog et hamburger. What the Euh, fuck, c'est ça. Mais tu dis le hamburger, tu dis juste le steak, ou tu Non, non, dis non. le pain, le buns avec le Oui, oui, bacon tout, tout. et Oui. le barbecue sauce, Et le cheese. le cheese? Ok, ouais, non, alors effectivement, ça make no sense. Ok, mais j'entends. Donc, pour revenir sur les oméga 3, donc on a. Mais c'est intéressant ce que tu dis là par rapport aux œufs et au fait de nourrir les poules avec par exemple des graines de lin. Et au final, elles absorbent des oméga 3. Les oméga 3 se retrouvent dans les œufs et ça se retrouve dans notre système. Mais donc, du coup, oméga 3, est-ce que ça pourrait être aussi simplement prendre des gélules d'oméga 3? Ouais, parce qu'en fait, comme il en faut vraiment tous les jours, c'est pas forcément évident d'avoir les apports. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Mhm, Ça résout pas mal le problème pour les apports. Parce que, en plus, en termes de limite d'apport, on peut vraiment être très très élevé. On peut avoir des apports en oméga 3 qui sont très très importants sans que ça pose de soucis. Donc, euh, donc ouais, les gélules sont une solution. Ouais. Après, oui, un truc par rapport à la viande, ça explique aussi pourquoi nos ancêtres n'avaient pas besoin de manger du poisson tout le temps. Parce mhm. que en mangeant simplement des animaux sauvages, bah, ils avaient leurs oméga 3. Ok. Oui, parce qu'on pourrait se poser la question de comment est-ce qu'ils faisaient à l'époque hein, pour aller pêcher quand il n'y avait pas de canne à pêche. Mais non. Voilà. Mais ok, donc je comprends mieux. Donc si on résume ce processus inflammatoire, on a une phase aiguë où Ouais, on va accompagner cette phase aiguë en mettant du bois dans le fourneau sous forme de glucides et de protéines. ouais, Toujours évidemment sous forme de bonne qualité, enfin de la meilleure qualité possible, on est d'accord. ouais, Et puis après, on a une phase résolutive où on ne mange pas des aliments anti-inflammatoires qui n'existent pas, mais des aliments qui sont pro-résolutifs. C'est ça? ouais, c'est Ah, ça. j'ai tout bien compris. Je suis Mais en fait, content. je sais que je suis tatillon par rapport à ça, mais je sais aussi que les chercheurs dans le domaine, ça les énerve d'entendre parler d'aliments anti-inflammatoires parce que ça veut rien dire. Ouais, C'est comme si on te dit, oh, t'es astrologue, toi? Non, je suis astrophysicien. Oui, ok. oui, c'est pareil, tu es tatillon, hein, mais tu m'emmerdes. Alors, pour ce qui est de la phase aiguë de l'inflammation, j'ai quand même un petit bémol, c'est la fièvre, la notion de température Mhm, interne. En général, lorsqu'on a une fièvre très aiguë, le système coupe l'envie de manger, mhm. coupe la faim. Et il faut respecter ces sensations parce que la digestion fait monter encore plus la température Oui, et il y a des gens qui peuvent mourir de ça. Donc, une fièvre trop haute.
Non, non, oui, une fièvre trop haute et le fait de manger par-dessus. Ok. Il y a le cas d'une marathonienne, je crois que c'est en Australie, je suis plus sûr. Mais enfin, il y a une marathonienne, ce qui s'est passé, c'est que elle fait son marathon. Bon, évidemment, elle est déshydratée, elle a ultra chaud. En plus, c'était l'été. Donc, elle boit, elle récupère, et derrière, elle mange un poulet entier. Enfin, elle fait une espèce de crise de boulimie et elle meurt en surchauffant. Ok. Mais Voilà. donc là, c'est paradoxal parce que il faut pas, il faut écouter son corps, mais si son corps lui envoie le signal qu'elle a faim, Bah, en fait, il faut écouter son corps. Si vous avez faim, vous mangez exclusivement des glucides, des fibres et des mhm, protéines et tout va bien. Pas de ok, gras. ok, magnifique, top. Ok, donc ça c'est sur le processus inflammatoire et du coup c'est les mitochondries qui accompagnent ça. Ouais, mais alors, attends, je pense que j'ai une anecdote rigolote à te raconter sur les oméga 3 parce que elles ont un autre pouvoir qu'on sous-estime. Mhm, Je t'ai parlé du système du complément tout à l'heure, oui, et une des trois qualités du système du complément, c'est de pouvoir percer les bactéries méchantes, les vilains. oui, avec un tuyau D'accord? pour faire sortir tout leur C'est liquide ça. intracellulaire. Alors, sans te raconter la biochimie du truc parce que c'est compliqué, Oui, puis je en vais pas fait, comprendre. non, mais c'est pas ça, c'est que c'est pas forcément utile. C'est qu'il faut un espèce de chausse-pied pour rentrer le tuyau. Ok, OK? C'est un complexe protéique qui est aussi, qui sont aussi d'ailleurs, qui appartiennent aussi au système du complément. Et donc, il faut toujours un chausse-pied pour rentrer le tuyau, à chaque fois, pour percer. mhm, Sauf que le système du complément, c'est des molécules, c'est même pas des cellules. Donc ça signifie que parfois, ce chausse-pied avec le tube, il se met sur des cellules à nous, sur des cellules mhm. gentilles, et pas sur des méchants. Et donc ça peut venir détruire, notre système immunitaire inné peut venir détruire naturellement nos cellules qui n'ont rien demandé. Le système, il se protège de ça avec des molécules qu'on appelle des protectines. Mhm. Les protectines, c'est des glycoprotéines, c'est des protéines qui empêchent le chausse-pied de s'attacher au tube, Ok. tout simplement. Donc le tube ne peut pas rentrer. Une de ces protectines les plus connues, c'est un truc qui s'appelle CD59. Voilà, ça s'appelle comme ça. J'aurais bien aimé qu'elle s'appelle autrement, tu vois, Joséphine, Mais non, c'est des 59. CD59. Et il s'avère que le gène responsable de la production de CD59, il s'active de manière épigénétique, donc modulé par l'environnement et l'alimentation, en mangeant les oméga 3. Donc le fait de manger des oméga 3, si j'ai compris, Ouais, augmente le fait de ne pas avoir notre système immunitaire partir en couille et commencer à défoncer les trucs qu'il ne devrait pas défoncer. c'est ça. Prenez vos oméga 3, les gens. Ouais. Et alors, pour un autre truc d'ailleurs à propos de CD59, c'est que donc cette espèce de protéine qui empêche du coup le chausse-pied de s'attacher au tube, Mhm. certains virus l'expriment pour éviter de se faire attaquer par le système du complément. Ok. C'est le cas du VIH Ouais. ou de la vache folle. Ok. Il y en a plein. Tu Donc en vois. fait, ils mettent ces virus-là mettent en place un système de protection contre le système du complément et le chausse-pied pour enfoncer le tuyau et pour les tuer. Ouais. Donc, C'est smart. toujours une course à l'armement entre les virus, les bactéries exogènes et Mhm. nous. Ok. Par exemple, le Covid. En fait, pourquoi est-ce que le Covid fait diminuer la VO2 max des gens qui le subissent? Bien plus qu'une grippe normale. Mhm. Parce que le Covid, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il emploie une vésicule qu'on appelle un lysosome pour transporter son ADN et le faire copier dans le noyau. Mhm. Sauf que les lysosomes, en gros, c'est le centre de recyclage de vos cellules. Si vous n'avez plus de lysosome, les lysosomes ne peuvent plus réparer les mitochondries ou les manger. Et donc, le Covid, lorsqu'il sort de la cellule, lorsqu'il s'échappe, il détruit, il fait exploser les lysosomes. Mhm. Et ce faisant, il coupe le processus d'autophagie, donc de régénération, de recyclage de la cellule. Et ça a pour conséquence derrière la mort de mitochondries de vos cellules. Et donc derrière, perd en VO2 max. Et Ok. il y a plein de trucs comme ça.
sont smart. Mais donc, en fait, c'est une course à l'armement entre les virus qui arrivent et le système immunitaire qui doit s'adapter. Ouais, c'est ça. Est-ce que du coup, c'est pour ça, est-ce qu'on pourrait dire que c'est pour ça que c'est important de laisser l'enfant développer son système immunitaire et de ne pas le faire évoluer dans un environnement qui est aseptisé? Parce qu'au final, l'enfant, il développe son système immunitaire, il le renforce au plus jeune âge et du coup, il est plus résilient Alors, aux attaques externes. c'est en partie vrai, Mhm. mais c'est lié à autre chose, c'est lié au thymus. Ok. Alors, le thymus. Le thymus, c'est le centre d'entraînement des guerriers qui s'adaptent. C'est Ouais, le centre d'entraînement du système immunitaire acquis. acquis. Ok. Ce qui se passe, c'est que, en gros, vous avez vos soldats naïfs qui sortent de l'école. Donc, ça s'appelle des cellules hématopoïétiques qui sortent de la moelle osseuse. C'est la moelle osseuse qui les produit. Ils sont là, ah, gna, gna, gna. Et ils arrivent au centre de formation qu'est le thymus. Ok. Et là, ils sont entraînés à la dure, de manière vraiment très très intelligente. C'est extraordinaire le mécanisme du thymus. Si vous avez le temps un jour, allez voir ça. Euh, on va littéralement remoduler leur ADN, donc changer l'ADN des cellules hématopoïétiques naïves pour les transformer et les adapter spécifiquement à un élément pathogène qui vient nous emmerder. En fait, le thymus, ce centre de formation, a la capacité de nous adapter à n'importe quel organisme pathogène, passé, présent ou à venir, qui peut exister dans le monde vivant. Ok. C'est extrêmement puissant. Ok. Le truc, c'est que le thymus, pour des raisons évolutives qui sont pas tout à fait comprises, il subit un truc qu'on appelle l'involution. En gros, ouais, enfin, pour dire les choses simplement, il est à son pic de performance, je crois, à 1 an, un truc comme ça. Et après, il ne fait que se désagréger en termes de taille au cours de la vie, Ok. à tel point que, à 10 ans, il est quasiment inexistant. Comme il est quasiment inexistant, bah forcément, les personnes âgées ont plus de mal à s'adapter à des nouveaux virus. Et c'est souvent ça qui les tue, d'ailleurs. Mhm. Enfin, ça, soit le Covid, soit les impôts, la retraite. Pardon, je m'arrête. Donc, le, Ah, je kiffe. le, c'est très important en fait. Pourquoi c'est important que les jeunes se confrontent à la nouveauté? Parce qu'en fait, c'est à ce moment-là où le thymus est le plus euh, en puissance. Mhm. Il est à plein régime. Donc c'est là que effectivement, en se confrontant à tout un tas de choses, ça permet de se protéger mieux plus tard. Ok. Mais est-ce que c'est vraiment efficace mécaniquement? Ça, je sais pas. D'accord. J'en ai aucune idée. Ok. Maintenant, j'ai une astuce pour garder le thymus un peu plus musclé plus tard, pour en fait ralentir son évolution. D'ailleurs, c'est pas mon astuce, c'est une astuce connue. C'est que le thymus, s'il a subi une involution, c'est en grande partie après 20 ans. La partie, quand on est jeune, elle est pas modifiable, mais la partie après 20 ans, c'est surtout parce que il y a une déperdition de la densité minérale osseuse avec le temps. Mhm. En fait, il semblerait que le thymus ne fasse que s'adapter simplement au nombre de soldats naïfs qui rentrent en lui. Et Donc, donc, il ne fait que s'adapter à la production de la moelle osseuse. et Si la moelle si, osseuse, ouais, si là c'est en moins bonne santé. c'est pas vraiment une moins bonne Ouais. santé, c'est juste que mécaniquement, en fait, la moelle osseuse est moins active avec les années. C'est juste Mhm. ça, pour des raisons diverses et variées. Euh, mais du coup, si vous voulez que votre moelle osseuse produise plus de soldats naïfs pour que votre thymus reste actif tout au long de votre vie, il faut que votre os soit très solide. Parce qu'en ayant un gros os, un os très actif, vous avez un peu plus de moelle osseuse. C'est marginal, c'est de l'ordre du entre 0,5 et 1% même pas. Sauf que ce 1%, il peut avoir un effet considérable sur un gain d'espérance de vie de 5 ans. Comment est-ce qu'on fait pour avoir des os un peu plus fonctionnels? Voilà, il faut de la contrainte, il faut de la... C'est la raison pour laquelle la masse musculaire, qui est d'ailleurs un très gros vecteur de l'activité osseuse, Mhm. c'est important. Donc du coup, avoir une masse musculaire importante permet d'avoir une densité minérale osseuse importante
qui permet d'avoir une moelle osseuse productive, qui ensuite permet d'avoir un thymus productif et donc de garder un système immunitaire acquis en bonne santé, pardon, longtemps. En gros, soulever de la fonte, quoi. Ouais. Voilà. Ok, ok. Parce que moi, je voyais, tu vois, je voyais Du coup, tu ouvres mon champ de vision et c'est cool. Mais avec le temps, on perd en densité osseuse. Si on fait de la musculation et qu'on met sur la masse osseuse de la contrainte mécanique, ça encourage l'os à se maintenir à un niveau de densité qui est corrélé avec la tension mécanique qu'on lui met. Et donc, on souffre moins d'ostéoporose et puis de coup, moins de blessures et ainsi de suite. Mais en fait, ce qui fait sens, c'est que du coup, les soldats innocents qui sortent de la moelle osseuse, s'il y a moins de moelle osseuse et que la qualité de l'os est moins bonne, il y en a moins et donc ça ne maintient pas le centre d'entraînement actif. Ok, Ouais. ok. Après, en fait, c'est d'ailleurs un gros sujet de recherche. Il y a des gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des injections dans le thymus de cellules souches Mhm. pour relancer le thymus. Et ça, alors ça coûte très cher, mais c'est ce que font les gens riches. Et ça leur permet de conserver une immunité acquise bah, aussi longtemps qu'ils veulent quasiment. Ok. Euh, donc c'est un truc qui se fait à l'heure actuelle. Ça, en fait, maintenant, les gens très riches, ce qu'ils font, c'est qu'ils s'injectent des cellules souches. Ça coûte euh, un truc entre 20 000 et 40 000 dollars par mois. Bon, Oui, non, mais c'est vraiment des gens riches, hein. C'est faut être pas. bien blindé, quoi. Oui, 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 oui. Tu vois, c'est pas une richesse intérieure, hein. Là, faut vraiment être blindé. Et ces gens-là, du coup, bah, ils ont des gains de santé qui sont considérables parce que le corps se régule tout seul et il se sent plus jeune, quoi. Ok. Tu dis il l'injecte dans le thymus, mais ça veut dire que le thymus, il est localisé de manière très particulière dans le corps? Ouais, il est juste là, si je me rappelle bien, il est en dessous de la gorge, je crois. Ok, Il est dans ce coin-là, sur le thorax, ici. ok. Donc, t'as une... C'est un tout petit organe qui est minuscule, hein. Ok, donc c'est un organe. Ouais, c'est un organe, ouais, ouais, ouais. Ok. Donc c'est un Donc, organe, c'est un centre d'entraînement à la Full Metal Jacket, quoi. ouais. Ok. D'ailleurs, c'est bête qu'il soit, enfin, c'est bête qu'il soit pas plus gros. Non, c'est pas bête parce que, en fait, si tu as un thymus qui est trop gros, ton système immunitaire acquis est trop puissant. Et c'est comme si tu te retrouvais en temps de paix avec trop de commandos dans les rues. Mhm. Et donc, avec des commandos surentraînés, surarmés en permanence, si tout d'un coup il y a un civil, tu vois, il jette un chewing-gum par terre plutôt que de le mettre à la poubelle, le commando il pète un câble. Et du coup, il tue Ok. 200 personnes. Ok, donc ça voudrait dire que si ton système immunitaire est trop actif, ouais, bah, il peut se barrer, il peut partir en freestyle. Ouais. Alors, vraiment, le système immunitaire est extrêmement violent dans ses réactions. C'est tout ou rien. Par exemple, je vais donner un exemple rigolo d'un autre genre. C'est dans la lutte contre le cancer. Quand tu as une cellule cancéreuse, on a plein de cellules cancéreuses qui se créent en permanence à tout instant dans notre corps, et ces Oui. cellules sont prises en charge par notre système immunitaire. Ok. Notre système immunitaire, lui, la chose qu'il voit, c'est une cellule cancéreuse avec potentiellement des complices autour. Alors que ça se trouve, les cellules autour, elles n'ont rien fait. Mais on ne sait jamais. Donc elle va défoncer la cellule cancéreuse, et par sécurité, elle va possiblement défoncer les cellules autour. Comment est-ce elle décide de défoncer les cellules autour ou pas? Elle les défonce en fonction de leur niveau de rentabilité en termes de production. Ok. Si la cellule n'est pas très rentable, ou à l'inverse trop rentable, Bim. c'est suspicieux. Donc c'est rigolo. Il faut être un citoyen normal dans le corps. Il faut faire Ok. exactement ce qu'on vous dit, ni plus ni moins. Si tu fais plus, t'es un lèche-cul, tu te fais couper en deux. Si tu fais pas assez, t'es une feignasse, tu te fais couper en deux. Et si tu fais pas ce qu'il faut, alors là, on te tombe dessus et tu seras Deux coups de maudit pour taquet. 10 générations. Ok. D'accord. Euh, j'aime bien l'exemple. Donc, pour maintenir un système immunitaire optimal, il faut que le thymus soit stimulé. Pour que le thymus Ouais, soit stimulé, il faut qu'il reçoive des soldats fraîchement sortis de la fabrique. ouais, Cette fabrique-là, c'est la moelle osseuse qui est dans l'os. Et donc, du coup, si l'os est en bonne santé, la moelle osseuse est en bonne santé, fournit des bons soldats qui font vivre le centre d'entraînement.
Et du coup, le centre d'entraînement, il est plus efficace. Ça n'enlève pas, enfin, c'est pas un risque zéro, on est d'accord. Mais du coup, il est plus efficace dans la gestion de problématiques. Ouais, c'est ça. Ok, incroyable, C'est incroyable. compliqué, tous ces Et donc, trucs-là. comme il y a corrélation entre système immunitaire et mitochondrie, Ouais, pour vraiment bien faire le truc, ouais, il faut aussi avoir des mitochondries en suffisance. ouais. Je ne te poserai volontairement pas tellement la question de comment est-ce qu'on fait pour avoir des mitochondries en suffisance et comment est-ce qu'on fait le tri entre mitochondries efficaces et pas forcément efficaces, parce que je me garde ça sous le pied pour en parler avec tu sais qui, you know who. Celui dont Très on, bien. celui dont on prononce le nom, bien évidemment. J'aimerais en parler avec Sean, Ouais, à qui on fait des bisous? à qui on fait des bisous d'ailleurs. Ok. Maintenant, j'ai une autre question et par rapport, pour revenir sur les mitochondries, quel est, et s'il y en a, un lien, vu qu'elles sont partout, quel est le lien entre mitochondries et capacité intellectuelle, capacité de réflexion, bon fonctionnement de notre cerveau? Oui, alors, comment expliquer ça simplement? Tes neurones, en gros, bon, alors, ce que je vais dire, c'est une grossière approximation par rapport Mhm. à ce que les spécialistes diraient, mais on va dire que ta plasticité neuronale, Oui, qui en fait est un marqueur direct de ton niveau de bien-être intellectuel et de ta capacité d'adaptation sur le plan psychique, oui, elle est dépendante en gros de la qualité de tes neurones. Et qu'est-ce que ça veut dire la qualité de tes neurones? Ça veut dire leur capacité à grandir et à laisser leurs embranchements aller dans telle ou telle direction pour créer des réseaux. ok. Comment est-ce que ça marche, ce truc-là? Euh, donc, c'est une espèce de... On va dire que votre neurone, la tête du neurone, c'est une espèce de main, enfin, c'est un espèce d'arbre dont les branches vont en fait essayer de faire des connexions avec d'autres neurones. Oui. Comment est-ce que ça se passe, ça? En fait, il y a des récepteurs sur la surface membranaire Mhm. qui existent, et plus ces récepteurs sont présents à un endroit, plus un autre neurone va venir s'approcher et essayer de se toucher. En fait, là où il y a le plus de récepteurs, ils vont essayer de se croiser. Ok. Alors, suis-moi bien. Ces Je te suis. récepteurs, contrairement à plein d'autres récepteurs, en fait, on peut les internaliser, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans la cellule. On les emmène avec notamment ce qu'on appelle les lysosomes à un autre endroit de la cellule, donc à un autre endroit de la surface, pour qu'il aille dans une autre direction. C'est ça la nature fondamentale de la plasticité neuronale, cette capacité à changer l'endroit du récepteur pour changer la nature de la connexion, des connexions entre les neurones. Est-ce que si je fais une image, est-ce que ça veut dire que, admettons que tu es un carré, le récepteur, il est sur la partie supérieure du carré, sur le côté supérieur du carré, et Ouais, que en fait, il a besoin d'être sur le côté inférieur pour des raisons de plasticité de connexion, mais en fait, ça ouais, va se déplacer et il va venir se placer à l'endroit où il est nécessaire. ouais, c'est ça. Le corps, il est incroyablement bien fait, c'est un truc de malade. Ouais. Mais du coup, ceux qui permettent ce transport-là, c'est les lysosomes. Mhm. Mais les lysosomes, ils sont intrinsèquement liés en termes de santé, de fonctionnement, de mécanisme aux mitochondries. Ok. Dans l'ensemble, sur tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant sur les mitochondries, au final, c'est pas, à part dans la fabrication de l'ATP, Ouais, c'est pas elles qui sont directement responsables, mais en fait, c'est un espèce d'homme de l'ombre qui, euh, qui soutient tout sans trop se faire voir. Enfin, je sais pas, j'ai cette image-là qui me vient, mais je oui, oui, divague mais peut-être. c'est ça, hein, c'est ça. En fait, comme c'est elle qui, euh, donc déjà d'une part, fournit de l'ATP, donc des pièces énergétiques au système, Mhm. c'est elle qui va donner en fait le là, en termes de chef d'orchestre, au niveau de la rentabilité de la cellule en termes de production. Mais c'est également un centre de décision pour des organites cellulaires qui peuvent avoir une importance gigantesque, comme les lysosomes, qui sont responsables du recyclage cellulaire.
Et il s'avère qu'en l'occurrence, dans les neurones, elles ont les lysosomes qui ont un rôle très complexe au-delà du recyclage, mais qui en plus ont un rôle supplémentaire, qui est le transport des récepteurs pour la plasticité neuronale. Mhm. Donc, plus tu as de mitochondries, plus tu as du lysosome, et donc plus ta cellule va se recycler facilement, et donc moins elle aura de risque de partir en apoptose. Ouais. Euh, ouais, comment dire ça? Euh, le, ouais, en fait, mettons que la cellule, parce que la cellule a aussi son propre centre de décision pour décider si elle va partir en apoptose ou non. Mhm. Mais une mitochondrie peut dire non et gagner le rapport de force en disant non, non, nous on est rentable, donc tu restes et tu te démerdes, tu te répares, mais nous on est bon. Euh, un autre truc aussi important, c'est que quand vous vous entraînez, vous créez des mitochondries, mais pas seulement à l'endroit du muscle où vous vous entraînez. Vous les créez partout où le sang passe. Donc ça veut dire que lorsque vous faites du cardio, la zone 2 ou peu importe, Mhm. eh ben, vous augmentez le nombre de mitochondries également dans vos neurones. Donc faire du sport pourrait rendre intelligent. Ça augmente le potentiel, ouais. Ok. Après, il faut le développer, ce potentiel-là. Oui, exactement. Oui, parce que, ouais, enfin, je veux pas Avec, être méchant, mais, non, non, mais c'est mais ce que disait Ribéry. je passe mon temps dans des salles de fitness. Je veux dire, t'as Ouais. pas l'impression d'avoir toujours affaire au pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. Non. Ribéry, il disait que les échecs, c'est difficile, surtout avec des dés. Oh, le Alors, pauvre. on se moque, hein. Oui, pas Euh, gentil. On est vilain. Bouh. Non, non. Non, mais mais parce qu'en fait, en sport, notre objectif, c'est Oui. pas forcément de l'intelligence Mais logique. d'ailleurs, C'est une autre forme d'intelligence. oui, on est tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça pourrait expliquer que des fois, tu as l'impression que certaines personnes qui sont en fait tout le temps confrontées à la même sollicitation intellectuelle, à la même réflexion, ne sont au final capables de développer de la réflexion que dans le domaine précis et tu as des fois un peu l'impression qu'ils sont teubés dans les autres domaines? Mais c'est normal. Ok. C'est normal. Le corps est ultra feignant et comment dire, ne crée pas de la plasticité là où c'est pas utile pour lui parce que ce serait trop coûteux pour le maintien énergétique. Mhm, Genre, en termes de maintien, c'est trop coûteux sur le plan énergétique, pardon. Donc, quelqu'un qui est habitué à avoir un mode de raisonnement particulier, donc des connexions neuronales dans une certaine direction, pour changer son mode de raisonnement, il faut qu'il y ait tout ce processus de déconstruction et de changement de direction au niveau des neurones. Ça a un coût considérable sur le plan énergétique. Ça demande de s'entraîner. Il faut désentraîner et entraîner. mhm, Donc ça demande ce qu'on appelle de l'adaptation. Et alors, c'est très bien de diversifier de manière générale, tout ce qu'on fait au quotidien pour la plasticité neuronale, pour entraîner, etc. Mais quand on est spécialiste, ce qu'on nous demande, et c'est ce qui fait aussi la source de notre rémunération, c'est d'avoir des grosses autoroutes neuronales pour avoir des connexions très rapides et donc du coup réfléchir plus vite que les autres dans une direction particulière. mhm, Donc c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu. Moi qui viens du monde de la physique, les physiciens n'ont pas une grande capacité dans la coordination motrice pour le sport. mhm. Bon, sauf certains qui font du sport, mais la plupart non. Mais par contre, dès que tu leur demandes de faire des calculs, poup, ça Ouais, pop, ok. ça pop plus vite qu'un tweet raciste, hein. La comparaison est bien faite. Euh, Est-ce que ça explique aussi pourquoi enfin, c'est marrant parce que ce que tu viens de dire, je trouve, met très bien en lumière le fait de construire des croyances et ou déconstruire des croyances. Si tes autoroutes neuronaux vont dans un sens, dans un type de pensée, bah, quand tu dis tu dois déconstruire des croyances, c'est vraiment modifier ces canaux de communication. Ouais, surtout qu'en plus, une croyance, souvent, c'est un mécanisme logique simple. Mhm, Et donc, ça signifie que c'est une circuiterie sur le plan neuronal qui est plus simple, mhm, hein. Alors qu'un raisonnement plus construit avec des arguments, ça a un coût énergétique beaucoup plus important pour être maintenu. Ça explique pourquoi ben, les biais cognitifs, les explications simples auront toujours le dessus à court terme
sur la vérité. Ok. Il y a un proverbe que j'aime bien, c'est la vérité ne gagne jamais, mais ses ennemis finissent toujours par mourir. La vérité ne gagne jamais. Ok. Ouais, c'est joli. Mais ça vient de ces processus-là, oui, expliquent tout ça. Ok. Et c'est donc aussi pour ça, peut-être qu'en prenant de l'âge, on devient plus arrêté sur ses idées parce que, à moins Plus con? qu'on ait ouais, plus, oui, 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 plus con. C'est vrai que c'est mieux que plus arrêté sur ses idées, je te remercie. On devient plus con avec l'âge parce qu'on se confronte moins à la nouveauté, donc du coup, notre cerveau est moins stimulé. Ouais, on fibrose. Donc, on fibrose pas que dans les os, on perd pas qu'en mobilité dans les articulations, on perd en mobilité aussi au niveau cérébral. Ok. Donc, Mais par oui. contre, ben, quand on a accumulé une grande expérience, si on a bien vécu, ben, on peut avoir des sacrés ancrages en termes d'explication et de diversité. Mhm. En fait, là, pour le coup, pour la vieillesse, moi, je vois ça plus comme une peinture, tu vois. Il y a des gens, dans toute leur vie, en termes de complexité, de gestion de leur environnement et d'apprentissage, si on représente ça sous forme d'une peinture, la seule chose qu'ils font, c'est dessiner une bite. C'est nul. Et ensuite, ce dessin, il est fibrosé dans le temps. Ah. Ouais. Et il y a d'autres personnes, ils essayent de faire une œuvre d'art. Ouais. Et donc, même si cette œuvre d'art, elle se fiche dans le temps, elle aura toujours quelque chose à apporter aux générations qui vont suivre. C'est très joli. Ça part au début, c'est pas ouf. Et puis, et puis, et puis finalement, la conclusion, elle est magnifique. Ok, Ouais, donc, si on résume jusqu'à maintenant, on a, pour être en bonne santé, parce que du coup, on a parlé des mitochondries à travers le prisme de la santé, il faut avoir des mitochondries en bonne santé. ouais, Parce que en fait, elles soutiennent plein de processus et notamment là, on a parlé du système immunitaire, on a parlé de la plasticité neuronale. Il faut avoir une masse osseuse en bonne santé ouais. Conséquente, ouais, et il faut essayer d'être pas trop con. C'est ouais, quand même mieux. ouais, Et donc, faire du cardio. Les modalités, ce sera pour un autre épisode hors série. 2, faire de la musculation. Et 3, confronter sa petite tête à des choses nouvelles et la faire réfléchir. ouais. La nouveauté. La nouveauté. C'est vieux comme le monde, la nouveauté. Oui. Et avoir un esprit ouvert à cette nouveauté, parce que sinon, ça ne fonctionne pas. Après, pour le coup, ça s'entraîne, ça aussi. C'est-à-dire que l'habituation de la confrontation à la nouveauté, c'est une circuiterie particulière aussi. Donc, plus on y est habitué à se confronter à de la nouveauté, plus on devient addict à ça. Ok. Parce que ça devient plus rentable d'être dans la nouveauté que de rester chez soi. Parce que parce que c'est ce que le cerveau apprécie plus, c'est ça? C'est ça. Ok. C'est du conditionnement, ouais. Ouais. Et comme il est forcément friand de ce qui lui plaît et Ouais, foncièrement feignant et qu'il ne garde que ce qu'il utilise, eh bien, voilà. Si ça le feed, si ça le nourrit, euh, c'est euh, c'est mieux. Transition de bouchée, ce serait quoi le ouais. lien entre un haut niveau de mitochondrie et un haut niveau de libido? Ben, tes mitochondries, elles se trouvent aussi dans tes cellules de Leydig, donc dans tes testicules ou dans tes surrénales, qui sont les lieux de production de ta testostérone. Mhm. Bah pareil, bah alors chez la femme, j'imagine que c'est les oestrogènes. Oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ta libido est directement en lien avec ces hormones-là. Donc, plus tu as de testostérone, plus tu peux avoir une libido qui va être forte, Mhm. ou en tout cas bien régulée. Alors, la libido, ça peut avoir il y a d'autres processus psychiques en lien avec la libido, mais si on regarde que la partie biologique liée à la testostérone, Mhm. forcément, plus tu as de testo, mieux c'est. Et ça, pour le coup, c'est tes mitochondries qui, en absorbant le cholestérol qu'on lui donne, transforment ça en prégnénolone, si je me rappelle bien le terme, en elle. Et une fois que c'est fait, cette prégnénolone, elle sort de la mitochondrie pour être transformée en testostérone et ensuite libérée dans le sang. Donc Ok. c'est le lieu d'un précurseur de la testostérone. Donc si tu n'en as pas beaucoup de Mhm. mitochondries,
tu peux pas avoir beaucoup de précurseurs de testostérone et donc tu vas pas avoir beaucoup de testostérone. Et donc pas de libido. Ouais, Peu. Ok. peu. Donc, faites du cardio pour Ouais. avoir, pour avoir des mitochondries. Et non, 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 tiens quand même à le préciser. Faire l'amour, s'envoyer en l'air, ben, voilà, vous lui donnerez le nom que vous voudrez. C'est pas un entraînement cardiovasculaire. Précise, quand même. Mieux de faire du vrai entraînement cardio. En fait, si c'est un entraînement cardiovasculaire, c'est que vraiment votre VO2 max est pourri, donc c'est pas une référence. Ah, celle-là, elle est pas mal. Il y a une Ouais. différence entre être haletant à la fin de l'acte en disant ça va? Et quand tu as une VO2 max de Dieu vivant, tu l'as, j'ai fini. Stoïque. Stoïque. Ok. Euh, donc, ouais, au final, l'idée aussi, c'est pas de vivre le plus longtemps possible, mais c'est de vivre le mieux possible. Ouais, En tout cas, moi, je le vois comme ça. moi aussi, je Euh, suis d'accord. et donc, pour ça, on redonne la triptyque. C'est un pool de mitochondries important et de qualité, c'est ça. Ouais, Euh, une masse osseuse fonctionnelle pour la partie immunitaire et puis ouais, de la stimulation intellectuelle. ouais. Le, le seul autre point qui manque, c'est aussi avoir un système digestif qui fonctionne bien, donc avoir une flore intestinale de qualité. Mhm. Voilà. Mais ça, Et ça passe par manger des fibres. ok. Et le rôle des mitochondries, pour le coup, dans le fonctionnement du système digestif. Ben, en fait, il est le même que ailleurs parce que les entérocytes, elles ont des mitochondries et Mhm. elles peuvent pas convertir correctement les éléments que donnent les bactéries si elles n'ont pas assez de mitochondries. Mais après, ça demanderait un podcast entier, Mhm. c'est les liens entre la flore intestinale et le reste. Ok, ça marche. Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose, Vincent, sur ce dont on a parlé maintenant? Euh, oui, il y a un dernier point aussi qui est très important. C'est un peu en lien avec la nouveauté et le psychisme, Mhm. c'est l'attitude qu'on a envers la vie. Alors là, c'est pas du tout, ce que je vais raconter, c'est pas du tout un truc en mode développement personnel ou coaching personnel. C'est quelque chose de très biologique. On sait maintenant, depuis pas très longtemps, depuis seulement 2 3 ans, on connaît tout le processus biochimique qui explique pourquoi le psychosomatique peut être puissant pour réguler l'immunité à la baisse ou à la hausse. Est-ce que tu es en train de me dire que mentalement, on peut se créer des maladies? Oui, ou alors c'est aider à résoudre l'inflammation. Ok, alors je t'écoute. C'est lié au système du complément. Ok. En fait, le comportement psychique va moduler des cytokines, qui sont des protéines qui signalent l'inflammation. Mhm. Donc, par exemple, le fait d'être anxieux, dépressif, ça va accentuer l'inflammation dans le cerveau. Mhm. Et en accentuant cette inflammation dans le cerveau, ça va déclencher en chaîne le système du complément, qui va activer ensuite tout le système immunitaire et créer une inflammation. Ok. Et cette inflammation, ensuite, il va falloir qu'elle se résolve. Et si vous ne mangez pas correctement tout le temps des oméga 3, en gros, parce qu'en gros, si vous êtes anxieux tout le temps, il faut manger tout le temps des oméga 3, eh ben, vous allez vous créer une inflammation chronique et qui va sur le long terme être très délétère pour votre santé générale. Ok. À l'inverse, si on a un comportement ouvert, positif, euh, comment dire, Constructif. constructif, ouais, merci, c'est tout à fait le terme que je cherchais. Il y a d'autres molécules de signalisation qui vont être employées, qui sont pro-résolutives Mhm. et qui vont dire au système immunitaire de se calmer via le système du complément. Mhm. Et donc, littéralement, on se doit d'être heureux pour calmer l'inflammation. Et plus on le souhaite, donc plus on souhaite être heureux, plus finalement on le devient par un processus psychosomatique qui est maintenant clairement établi. C'est pas la méthode Coué, ou tout d'un coup, ou disons que la méthode Coué marche vraiment. Mhm. Ok.
Et pourtant, on peut pas faire fi de l'adversité et des événements aléatoires qui nous arrivent. Mais par contre, c'est dans notre réaction qu'on doit être constructif. Ouais. Ok. Toujours rester dans le positif. En fait, au sens vouloir toujours trouver quelque chose de, comment dire? C'est pas forcément trouver quelque chose de positif, parce qu'il y a des choses qui sont très négatives et qui le sont par construction, il y a rien à faire par rapport à ça, mais En retirer heu, quelque chose qui fait grandir. ouais, ou alors ne pas broyer du noir Mhm. simplement. Ne pas laisser l'inflammation se surinflammer par ce mécanisme psychosomatique. Ok. C'est c'est un muscle à développer. Ah ouais, c'est pas du tout évident, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Mais ok. Ouais, ça pourrait demander aussi un podcast en entier juste à parler de ça. Mais si on reprend et qu'on fait un résumé, d'ailleurs, initialement, on avait pensé avec Vincent appeler ce podcast mitochondrie et système immunitaire. Mm. Peut-être on peut l'appeler Comment être en bonne santé. À mon avis, on a couvert passablement de sujets. Alors, évidemment, on pourrait aller plus en profondeur, hein. Chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que pour le coup, vous ne nous en voudrez pas. Mais il y a aussi passablement là d'informations à, je pense, digérer. Ouais, il y Et a beaucoup de puis, trucs quand même, hein. ouais, il y a beaucoup de trucs. Et je doute pas qu'avec Vincent, on pourra en reparler prochainement. Euh, si on résume, le VO2 max représente la santé. La Ça, capacité qu'on a, nous, les individus, à capter de l'oxygène, le transporter et l'utiliser. ouais, c'est un Donc, marqueur fondamental. marqueur fondamental de santé. Moi, j'aime bien expliquer la chose comme ça. Ça montre le travail en synergie du système respiratoire, du système cardiovasculaire, du système immunitaire sous la gouvernance du système nerveux. Et au final, une chaîne aussi forte soit-elle, elle est jamais plus forte que le plus faible de ses maillons. Et donc, s'il y en a un dans l'eau qui n'est pas forcément efficace, c'est pas bon. Tout ça est possible grâce aux mitochondries, qui ont au final un rôle, alors certes, de fournir ce que tu dis. J'aime même bien l'image que tu donnais, c'était la monnaie énergétique, une petite Ouais, pièce d'énergie pour faire fonctionner le tout, donc l'ATP, ouais, mais ont aussi un rôle de soutien et d'accompagnement, je le vois comme ça, de quasiment tous les processus du corps humain. ouais. Euh, Notamment le système immunitaire. Et du coup, si lui est en bonne santé, c'est quand même vachement plus simple. Ah oui, bah oui. Non, mais parce que ce que tu disais, et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais nous, on voit toujours le système immunitaire à travers le prisme de je suis malade, il s'active. Mais la maladie, c'est un stress, juste. Ouais, L'entraînement, ou en tout cas la résultante d'un entraînement sur le corps humain, c'est un stress aussi. ouais, Le système immunitaire gère le stress. Donc, en fait, s'il est en bonne santé, on récupère aussi mieux de ses entraînements et donc on devient plus performant. ouais. Le système immunitaire est actif tous les jours, tout le temps, en permanence. Mm. Donc il faut en prendre soin. Donc, il faut en prendre soin. Et tu disais ça notamment en fait, à travers l'idée que on a des cellules cancéreuses qui sont produites tous les jours. Ouais, Ça aussi, on pourrait faire un podcast sur comment une cellule cancéreuse se crée, mais c'est pas le moment là tout de suite. Euh, Sinon, on va cramper tous les deux. Euh, et donc, bah, notamment, là, le système immunitaire, il est actif pour gérer tout ça toute la journée. ouais, c'est ça. Et donc, aussi, développer intellectuellement pour voilà, rester ouvert et plus apte et plus résilient au monde qui nous entoure. Enfin, moi, je vois le truc comme ça. Je me dis, plus je développe mon empan intellectuel, plus je vais être capable d'appréhender le monde dans lequel je vis. En tout cas, plus j'ai d'outils pour l'appréhender. Ouais. Euh, et donc ça, c'est bon. Oui, 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 c'est ça. Mais ça vient du coup avec la nouveauté. ouais, et ça vient avec la nouveauté. Et puis le dernier truc dont tu as parlé, c'était la cerise sur le gâteau. Merci pour ça parce que je trouve que ça, tu sais, c'est la petite touche finale sur le tableau qui fait que avoir un bon état d'esprit euh, par rapport à ce qui nous arrive et Ouais, se rendre responsable d'être heureux. ouais, exactement.
Vincent, merci beaucoup pour ce partage. Il y avait de rien, mais c'est avec plaisir. C'était vraiment cool. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, bah, bienvenue du coup à la fin de ce premier numéro du hors-série du podcast Fondamentals avec mon ami Vincent. Merci d'avoir accepté cette première invitation du coup et ce De premier rien. plongeon dans un sujet spécifique. Merci aussi pour la préparation du podcast parce que je sais que tu as bossé un peu dessus, tu as tes notes. Tu m'as permis aussi d'avoir accès à plein d'informations hyper intéressantes en exclu. Donc, merci beaucoup pour ça. C'était incroyable. De rien, c'est une partie du cours que je donne sur le vieillissement. Mhm. C'est ça. Et puis, du coup, pour celles et ceux qui ont, je l'espère, autant apprécié le podcast que Vincent et moi, on a eu à l'enregistrer, n'oubliez pas de le partager sur toutes les plateformes, de liker et de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du hors-série. Vincent, merci encore. Bye bye. Salut.